Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il se préparer à l'hypothèse d'une guerre sur le territoire de l'Union européenne? Faut-il répondre à la menace russe en indiquant que nous pourrions éventuellement être prêts au combat? Il y a un peu plus d'un mois, Emmanuel Macron déclarait que rien ne devait être exclu. Une prise de position qui a chamboulé la vision stratégique d'une Europe qui ne pensait plus la guerre possible à l'intérieur de ses frontières. Alors quelles sont les conséquences pour la Belgique? Notre défense est-elle prête? Pourrions-nous nous passer de l'OTAN? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre sur notre plateau, nous accueillons deux députés fédéraux. Denis Ducarme, bonsoir. Vous êtes membre du Mouvement réformateur. Et André Flahault, également ancien ministre de la Défense, membre du Parti socialiste. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Il y a donc un peu plus de 2 ans, éclatait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça aurait pu être une guerre éclair, mais finalement, l'Ukraine a résisté. Kiev n'est pas tombé. Et aujourd'hui, c'est une guerre de position qui se prolonge. C'est dans ce contexte qu'une petite phrase d'Emmanuel Macron a donc fait couler beaucoup d'encre. Rien ne doit être exclu, disait-il. Donc c'était au courant du mois de mars. Pour lancer ce débat, et avant de vous donner la parole, on va donc entendre Emmanuel Macron. Il expliquait sa position aux 20h de France 2 et de TF1. C'était le 14 mars. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine. Et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que la responsabilité de la Russie. Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement « je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela », à ce moment-là, nous ne décidons pas la paix. On décide déjà la défaite. Et vous décidez de le dire, qu'on peut envoyer. Et ça, c'est un geste très fort, oui, de décider, de dire on ira peut-être jusque-là. Et je l'assume parce que c'est le rôle du président de la République. Il y a 2 ans, nous disions jamais on n'enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais on disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Alors, André Flahault, on vient d'entendre Emmanuel Macron. C'est un discours va-t-en-guerre ou c'est un discours de la raison qui a le mérite de nous ouvrir les yeux? Première chose qu'il faut rappeler, on a condamné la Russie qui a violé le droit international, comme il faut condamner d'autres États comme Israël ou le Rwanda qui violent le droit international. Ça, il faut être clair. L'autre élément, M. Macron a évolué dans son discours, puisque au début, il s'est installé comme médiateur, négociateur. Il a essayé, mais bon, Poutine a refusé cela. Et il faut bien dire une chose, il n'a pas été fortement aidé par certains responsables européens qui ont effectivement préféré rester en retrait de ces démarches de tentatives de négociation. Alors, il attire notre attention aujourd'hui et il donne un peu l'impression de vouloir se justifier en disant on a envoyé ceci, on a envoyé cela, on a envoyé cela. C'est la France qui a décidé cela. C'est très bien. La France, c'est la France. La Belgique, c'est la Belgique. Oui, mais ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec son analyse de dire qu'on doit dire à la Russie qu'on est éventuellement prêt et qu'on ne reculera pas et qu'on maintiendra l'aide à l'Ukraine, y compris si l'Ukraine devait flancher en augmentant encore notre aide militaire? Qu'on ait une attitude de fermeté, de prévenir. Je crois que ce n'est jamais à critiquer. Il faut le savoir, il ne faut pas tomber non plus dans le climat d'anxiété que l'on crée aujourd'hui. Denis Ducarme, c'est anxiogène ce que dit Emmanuel Macron ou c'est préventif? Déjà, la Russie elle a déclenché la guerre, elle a envahi l'Ukraine, elle a évidemment, comme le collègue Flahault l'a indiqué, n'a pas respecté le droit international, mais elle a causé aussi la mort de dizaines de milliers d'Ukrainiens. C'est ça la guerre. Alors aujourd'hui, on parle des déclarations de M. Macron, on se dit, oh là là, est-ce qu'il est allé trop loin? Non, je crois que c'est le seul qui a compris le langage des Russes. Il a compris la manière dont il fallait parler aux impérialistes russes et il a raison de le faire. Il insiste sur l'aspect lié au vocabulaire.
on est beaucoup trop faible dans notre expression par rapport à la menace que la Russie représente aujourd'hui, comme on a été trop faible dans les premiers temps de la réaction à la guerre, l'époque où Mme de Dondeur proposait d'envoyer des casques et des jumelles. Heureusement, aujourd'hui, on envoie du matériel militaire. On s'est tout de même un peu plus rendu compte que cette guerre était aussi la nôtre, que la menace qui concernait l'Ukraine nous concernait également. Mais pour que ce soit crédible, il faut que les mots soient suivis des faits. Est-ce qu'on a les moyens de monter encore en puissance la Belgique ou l'Union européenne? Est-ce que vous seriez prêt à dire on envoie des militaires belges en Ukraine demain? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. La dissuasion, c'est aussi l'expression et le choix de vocabulaire. Quand vous regardez toute la période de la guerre froide entre l'URSS, l'Union soviétique et les États-Unis, ça passait aussi la dissuasion par le vocabulaire. Oui, et quelques ogives nucléaires qui étaient déployées de part et d'autre aussi quand même. Mais ça, c'est toujours le cas. Ouais. Ça, vous savez, des ogives nucléaires, il y en a toujours déployées en Russie vers l'Europe et vers les États-Unis, et inversement. Donc ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ce qui est plus problématique, c'est qu'en effet, la Russie a déclenché une guerre. Ouais, André Flahault, est-ce que la Belgique doit se préparer à participer de manière active à un conflit armé qui pourrait avoir lieu en Ukraine ou dans un autre État européen? On pense à la Pologne ou aux États baltes, par exemple. Et d'abord, au niveau européen, l'approche et les considérations par rapport à ce qui se passe en Ukraine sont différentes selon qu'on est proche ou pas. La perception est différente et la perception de la menace est certainement très différente aussi. Il faut d'abord mettre les choses, rétablir une vérité. Souvent, on dit la Russie est venue aux portes de l'OTAN. C'est l'inverse qui s'est produit. Vous n'êtes pas en train de donner raison à Vladimir Poutine? Non, je ne donne raison à pas du tout. Simplement, la réalité, ce sont les pays européens qui, d'élargissement en élargissement, l'OTAN s'est élargie. J'étais moi-même ministre à ce moment-là. Quand on a élargi vers la Pologne, quand on a... La priorité de ces pays-là, c'était l'OTAN. On n'aurait pas dû le faire ? L'Europe. Mais on a accepté, on l'a fait. C'est leur choix. C'est un fait. C'est leur choix. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est la Russie qui est venue aux portes de l'OTAN. C'est l'inverse qui s'est produit. Toute guerre est affreuse. Les victimes que ça provoque, c'est affreux. Et je suis moi-même très pacifiste, quelque part, même si j'ai été ministre de la Défense pendant 8 ans et demi. Ceci étant dit, je voudrais qu'on tue un canard aussi. La Belgique, elle fait des choses depuis le début, en fonction de ses moyens, des moyens qu'elle a, et venir dire, comme certains le disent, que la Belgique ne fait pas ce qu'elle doit faire, on n'a jamais pris la Belgique et la défense belge en défaut de solidarité quand il y a des opérations qui impliquent au niveau de l'OTAN ou qui impliquent l'Europe. Oui. Autre élément que je voudrais dire, on n'a pas cité un acteur. Ma conviction, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle cessera lorsque les États-Unis décideront que ça cesse. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je voudrais reposer ma question. Est-ce qu'on doit envisager à un moment que des militaires belges participent à une guerre en Ukraine ou, par exemple, dans les pays baltes? Est-ce que pour vous, c'est totalement exclu? Non, la question ne se pose pas comme ça. Il a été dit aujourd'hui, l'OTAN ne va pas déployer des troupes sur le territoire de l'Ukraine. Ou alors il faudra invoquer... Et s'il y a une agression des pays baltes, là il faudra y participer? Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Denis Ducarme, même question. Est-ce que vous pourriez l'envisager ou pas? Évidemment, on doit tout éviter pour... on doit tout faire pour éviter l'escalade, hein, donc c'est évident. Moi, je ne souhaite pas avoir des Belges en Ukraine demain. Simplement, nous devons contribuer davantage. Nous ne sommes pas dans les premiers pays, je dirais, proportionnellement, à aider l'Ukraine. Ça va un peu mieux depuis quelques mois, mais il faut encore davantage aider l'Ukraine. Parce que la Russie, elle n'a pas seulement déclaré la guerre à l'Ukraine, elle a déclaré la guerre également à l'Union européenne. La guerre, aujourd'hui, elle s'organise au départ de la Russie par la voie cyber. Il y a des attaques cyber. Elle s'organise évidemment sur le plan économique, en visant le portefeuille des consommateurs belges, en visant les entreprises belges. Vous vous souvenez tout de même de la crise énergétique, de la crise de l'inflation. Donc il y a une volonté dans la Russie aussi de toucher l'Union européenne et de la déstabiliser. C'est une guerre à plusieurs visages. On y reviendra. Mais donc, si j'ai bien entendu, pas d'envoi de militaires belges non plus pour vous en Ukraine, en tout cas à court terme. Est-ce que ça veut dire qu'on doit envoyer un message public à la Russie? On n'enverra
jamais de militaires européens ou de militaires des pays de l'OTAN pour défendre l'Ukraine. Non, moi je suis plutôt... Donc vous êtes plutôt macronien. Je suis plutôt partisan de soutenir M. Macron, qui est le seul à avoir compris comment il fallait parler aux Russes. Alors aujourd'hui, on y a fait référence, c'est essentiellement l'OTAN qui assure la protection du continent européen. Alliance de l'Atlantique Nord, traité de l'Atlantique Nord, 32 membres aujourd'hui. Que se passerait-il si l'OTAN venait à se lézarder ou à se désintéresser de l'Union européenne? C'est une question qu'on a posée à Hadj Al-Habib, la ministre des Affaires étrangères, c'était le 26 février. Le pari de Vladimir Poutine, c'était de soumettre l'Ukraine en quelques jours. 2 ans après, nous sommes toujours là. L'Ukraine résiste grâce au soutien qu'elle a aussi de l'Union européenne, grâce au soutien que nous avons développé, grâce aux sanctions. Et nous continuerons bien sûr à soutenir l'Ukraine. Imaginons que Donald Trump demain remporte l'élection présidentielle. Est-ce qu'il est temps de parler d'une défense européenne ? Alors, nous parlons d'une défense européenne depuis longtemps, déjà. Mais on en parle, on ne la fait pas. Je pense que nous y travaillons tous et cette guerre en Ukraine est un réveil douloureux et nous ne cessons de développer cette défense commune. Vous savez, les pays des 27 dépensent 3 fois le budget total en armement militaire de la Russie, mais nous ne sommes pas compatibles. Donc nous devons absolument travailler sur notre autonomie stratégique et aussi en matière de défense. Lors d'un discours, notre Premier ministre l'a dit, il a dit si c'est American First, le slogan de Donald Trump, ce sera Europe by its own, donc l'Europe par elle-même. Et nous devons de plus en plus compter sur nous-mêmes, c'est clair. Alors, André Flahault, est-ce que l'Union européenne a les moyens de prendre sa défense en main? Est-ce qu'on a les moyens de se passer du parapluie américain? Et d'abord, le parapluie américain et l'OTAN, il faut rappeler une chose, c'est un groupement de pays qui gardent une certaine souveraineté. Et dans un gouvernement libéral, avec M. Louis Michel comme ministre de la Défense et M. Guy Verhofstadt, on a dit à un certain moment que nous refusions de participer à une opération. C'est-à-dire, c'était la guerre en Irak. À cette époque-là, on a été très critiqués et puis après, on a été félicités d'avoir les dégâts que ça provoque aujourd'hui. L'autre élément, c'est l'OTAN est nécessaire. Mais l'OTAN doit aussi respecter l'Europe. Mais l'Europe doit se faire respecter en trouvant une forme de cohérence. Et ça, c'est le problème. Je ne suis pas suspect. Depuis 1999 jusqu'à 2008, on s'est battu pour une défense européenne. Et croyez-moi, c'est très difficile. C'est très difficile d'accorder les visions allemandes et françaises. Je prends M. Decarme témoin. On était plutôt, lui et moi, porteurs pour un avion de chasse français. Et puis finalement, on a été contraint à acheter un avion de chasse américain qui n'est pas le meilleur. Et ces exemples-là, on peut les multiplier. Mais en Belgique, petit État, avec le Luxembourg, on a acheté des avions de transport, les A400M. On a voulu acheter les NH90 qui sont performants, on le voit aujourd'hui. Avec les Pays-Bas, on achète des frégates. Nous, on montre l'exemple d'une véritable défense européenne, mais il en reste encore beaucoup de gens à convaincre. Est-ce qu'on peut imaginer troquer le parapluie de l'OTAN contre un parapluie européen, du Carme? Ou est-ce que ça va aller trop vite? Imaginez, oui, me le rêver peut-être même, mais aujourd'hui... il y a les discours, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite pour dans 20 ans, 25 ans, et il y a la réalité. Et aujourd'hui, la sécurité européenne, elle passe nécessairement par l'OTAN. Moi, je veux bien, en effet, qu'on crée une défense européenne. On en parle depuis les années 50, la communauté européenne de défense. On n'y est pas arrivé. Et donc, il faudrait déjà que la Belgique, comme d'autres pays européens, parce qu'il y en a encore beaucoup comme nous, qui ne rencontrent pas l'impératif d'augmentation du budget théoriquement, de la défense. on devrait consacrer 2% de notre produit intérieur brut. Oui, on est bien en dessous, on est à 1,25 et on est parmi les derniers. Il n'y a que le Luxembourg derrière nous. Donc, c'est bien de donner des leçons au monde, donner des leçons, je dirais, à l'Europe également. Mais si on veut prendre en charge notre sécurité, ça commence par nous-mêmes, on en est loin. On va investir plus dans la défense, André Flahault ? On va investir mieux. Ouais. C'est-à-dire dans la défense européenne, les 2%, c'est du fétichisme. On en parle depuis toujours et personne ne l'atteint. Certains font semblant. Vrai, ça. Certains font semblant qu'ils atteignent. Il y a 18 pays de l'OTAN qui sont au-dessus des 2% actuellement. Ils achètent des choses, même des choses qu'ils n'utilisent pas et qui sont inutiles. Le message à faire passer au niveau européen, c'est de mutualiser les choses. C'est d'acheter des choses en commun. Comme on l'a fait pour les frégates, comme on l'a fait pour et l'interopérabilité. Mais là, à juste titre, depuis 1950, on n'a jamais été
foutu dans cette Europe de faire une académie européenne de la défense pour former. Mais ça peut changer, par exemple, en travaillant ensemble un certain nombre de programmes industriels. L'avion de la défense, le SCAF, on a rejoint, on en a débattu au Parlement, mais également le char du futur, le projet franco-allemand. Donc oui, si en effet on s'engage sur le plan de l'industrie, une industrie européenne qui est trop faible aujourd'hui en matière de défense, on créera avec l'industrie une Europe de la défense. Et si on monte à 2% de notre produit intérieur brut investi dans les questions d'armement de défense, est-ce qu'on va devoir faire des économies ailleurs? Est-ce que vous savez où? On devra faire des économies. On devra faire des économies ailleurs parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, la sécurité des Belges devient une priorité et donc nous devons analyser à quel rythme nous pouvons rejoindre ces 2%. Vous savez où? Certains plaident pour 2030, certains plaident pour 2035. Je pense qu'on doit aller vite. Oui, on fera des économies dans quel secteur? On verra dans le cadre de l'examen budgétaire les priorités qu'on donne, mais la sécurité des Belges aujourd'hui, c'est une priorité qui a avancé. Ouais. André Flahault, c'est là-dessus que socialistes et libéraux n'ont pas la même vision? Les deux gouvernements Verhofstadt ont investi beaucoup dans la défense, première chose. La deuxième chose, il faut investir mieux et pas plus. Il faut effectivement trouver des partenariats, des collaborations, on y travaille. La ministre de Donder a effectivement créé un contact très étroit avec l'ensemble des industries de défense. Ça commence à porter des résultats. Maintenant, j'interroge moi aussi les citoyens. Je suis un citoyen. Quand on me dit qu'il va falloir investir plus en défense, mais réduire les dépenses de sécurité sociale, de pension, etc., c'est non passaran. Alors, on a fait référence déjà tout à l'heure à la diversité de la menace, qui n'est pas qu'une menace militaire. On a souvent évoqué les questions de cyberdéfense. On va écouter la ministre de la Défense, justement, Ludivine de Donder. Alors, c'est un interview qui a déjà quelques temps. Il date de février 2023. Elle annonçait ce jour-là la montée en puissance de la composante cyberdéfense. On écoute Ludivine de Donder. On a lancé le premier commandement cyber. Nous sommes en train de monter en puissance en augmentant les moyens technologiques, les moyens humains aussi. Nous recrutons. L'objectif, c'est d'arriver à une composante 2 tiers civils, 1 tiers militaire. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir protéger les systèmes militaires, mais pas que. Également, tout ce qui concerne les infrastructures critiques de la Belgique, les entreprises. Mais on travaille en partenariat aussi avec les entreprises dans ce domaine comme dans d'autres pour justement avoir la meilleure expertise possible. Ces personnes auront donc la fonction, évidemment, d'abord de protéger nos systèmes, mais aussi de pouvoir s'infiltrer dans le monde virtuel pour contrecarrer d'éventuelles cyberattaques. Alors, Denis Ducarme, la menace cyber, c'est une réalité. On est apte à y faire face? Est-ce que la défense est prête à y faire face ou on est en retard? On est en retard. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans un niveau, comme la ministre le dit, où on monte en puissance. C'est les balbutiements de la cyberdéfense qui sont mis en place, mais c'est mieux que rien. Est-ce que ça doit être du ressort de la défense ou est-ce que ça doit être du ressort d'autres départements, ça doit être transversal. Ça doit aussi être du ressort de la défense parce que c'est une guerre qui est une guerre menée au départ de l'extérieur. Par exemple, on a pris, via une attaque cyber, en otage un hôpital belge. Donc on s'attaque de l'extérieur à la santé des Belges. Donc c'est évidemment les services de renseignement, les services de sécurité, mais aussi la défense qui doivent être nos pare-feux à cette guerre nouvelle. Ouais, mais donc il y a la menace cybernétique, il y a aussi des tentatives de propagande, de manipulation de l'opinion. La défense, elle doit faire tout ça ou ça va être compliqué? Écoutez, non, je pense qu'aujourd'hui, en effet, des cyberattaques qui attaquent le dispositif technique d'un certain nombre d'institutions. Et puis, il y a une guerre de propagande. On le voit sur TikTok. C'est valorisé dans le chef de la Russie les soldats avancés de la Russie, qui sont le PTB, qui sont le Rassemblement national. Et donc, c'est fort sur TikTok qu'on le voit. Bon, malheureusement, la ministre de la Défense a voulu rester sur TikTok malgré l'alerte donnée par nos services de renseignement. Ludivine de Donder n'est pas sur ce plateau, le PTB non plus. Pour vous répondre, on leur donnera la parole un autre jour. André Flahault, la cybersécurité et la question de la propagande, c'est la défense qui doit s'en charger. On m'a dit que Biden était sur TikTok aussi, mais ça, je ferme la parenthèse. À côté de ça, oui, la défense doit s'adapter, mais comme vous voulez, à un certain moment, on constate des choses. Et la défense a cette capacité de s'adapter. Ça prend un certain temps. Et je crois que c'est important de démontrer qu'on avance dans ce processus. C'est une réponse à un nouveau défi, et je crois que la défense doit aussi répondre à ce nouveau. Mais pas seule.
pour répondre à votre question, je crois qu'il faut de la transversalité. Un des problèmes dans notre pays, c'est le cloisonnement. On l'a encore vécu à d'autres commissions auxquelles nous participons l'un et l'autre. Et puis, je voudrais aussi souligner une chose, et là aussi, c'est dans une commission où on participe, c'est la commission sur le suivi des opérations militaires. Je ne dévoile pas ici un secret, mais le nombre de militaires belges qui participent dans une multitude et dans des spécialités multiples dans le monde entier aux opérations, vous savez, ça doit nous permettre de dire que nous travaillons pour l'instant à rapprocher avec l'industrie, nous travaillons pour anticiper et pour répondre aux problèmes qui se posent. Il faudra encore faire avec la protection civile du travail, si on veut faire être utile pour la population. Et puis, exactement à côté de cela, il faut aussi souligner le travail remarquable de tous ces hommes et ces femmes militaires. Alors, il y a quand même aussi les actions de propagande. Comment on y répond? On a un exemple en France avec une entrevue entre Sébastien Lecornu et M. Shoigu, les deux ministres de la Défense, et ils n'ont pas du tout raconté la même chose sur leur entretien. Il y a une guerre de propagande. On serait capable d'y répondre, nous, en Belgique, ou pas? Vous savez, moi, j'ai une horreur de toutes les guerres et j'ai surtout l'horreur de tous ces débats que l'on fait avec les confrontations que l'on fait pour apparaître comme le champion. Ici, on est de partis opposés. On est dans une même majorité, mais on peut faire la démonstration qu'on arrive à avoir une réflexion intelligente pour faire progresser les choses. C'est ça le compromis. Alors, une dernière question, ce sera la conclusion de ce débat. Est-ce que ce qui vient de se passer depuis quelques mois maintenant en Ukraine, est-ce que ça a changé votre vision de ce que doit être la défense et de ce qu'il faudra faire pour la législature à venir? Denis Ducarme, pour commencer. Je crois que le monde a changé. Je crois que chez nous, au niveau du mouvement réformateur, on réclame des investissements supplémentaires depuis longtemps. Ça veut dire que dans la prochaine législature, il faut investir plus? Ce sera une des demandes du MR? C'est une exigence. On doit un minimum prendre en charge notre sécurité, ne pas la faire systématiquement reposer sur les épaules des autres. Et ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de Belges, alors que c'est une guerre qui a lieu à 2000 km, pensent que c'est une guerre comme une autre. Non, elle nous menace en tant que citoyens, en tant que consommateurs, en tant qu'entreprise. Même question, André Flahault, 20 secondes. La défense doit être un instrument de respect du droit international partout. À côté de ça, investir mieux, certainement, avec plus de pays européens et en empêchant peut-être certaines duplications dans notre pays aussi, avant d'envisager de faire des économies sur des secteurs qui toucheront le quotidien. Merci André Flahault pour le Parti Socialiste, Denis Ducarme pour le Mouvement Réformateur, tous les deux membres du Parlement fédéral. Merci d'avoir participé à ce débat. Demain, on va rester dans la thématique internationale. Nous serons avec Gisèle Mandela et Bob Kabamba et on évoquera la situation en République démocratique du Congo, notamment dans l'est du pays. Et puis demain matin, notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment la chef de groupe NVA au Parlement bruxellois, Sylvia Van Acter. Continuez à bien vous informer et à demain sur BX1.